En fait, on pense que le courage, c'est fuir la vulnérabilité. Si tu penses que ça être courageux, bah, du coup, tu te sens courageux en n'affrontant pas tes démons. Hmm. Et l'histoire que les hommes se racontent aujourd'hui, c'est la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement. Pour toi, le vivons heureux, vivons cachés, c'est pas qu'une phrase, quoi. Tes enfants, c'est ton miroir aussi. Donc, dans certains de tes enfants, tu vas voir des traits de ta personne que t'aimes pas, mais ça va pas être les mêmes chez l'autre. Donc forcément, il y en a peut-être un avec qui tu vas te sentir mieux parce qu'il va pas te révéler quelque chose qui te pique, et l'autre, il va te révéler quelque chose qui te pique, et tu vas, plutôt que de te regarder toi, tu vas voir lui. D'après toi, quelle est la meilleure génération? Celle d'avant, qui restait plus longtemps, mais des fois dans des couples qui étaient chaotiques, ou celle de maintenant qui change tout le temps? Pour toi, c'est quoi ton avis? Quand je prends l'exemple des féminicides, est-ce qu'il y a une explication? Pourquoi les femmes sont autant stigmatisées, dénigrées et écrasées dans cette société-là? C'est parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie la plus puissante. Et parce que c'est l'énergie de la vie, c'est cette énergie-là qui donne la vie. Donc forcément, comment réussir à dominer une force? C'est de lui faire croire qu'elle n'est pas forte. Nous, les hommes, on est là et on n'aime pas se dire qu'on a besoin de cet amour-là. On aime bien même des fois dire ah, moi, au pire, si on se sépare, je vais m'en remettre. On est des gros menteurs. On va pas s'en remettre, on va venir pleurer en bas de l'immeuble avec des roses pour la récupérer. Jonathan, je suis ravi de te recevoir sur Dis-moi plus. Jonathan, alors tu es coach, thérapeute et conférencier. Tu es reconnu sur les réseaux sociaux en fait par ton approche analytique des dynamiques relationnelles et de couple. Tu es également fondateur du cabinet et coach de coaching ACT, parce qu'il y a du coaching aussi dedans. Les autres, c'est toi. Tu as eu un parcours universitaire en psychologie. Jonathan, tu es marié depuis 10 ans. 11 ans maintenant. 11 ans. Tu as 4 enfants. Mhm. Félicitations. Merci. Tu es suivi par plus de 200 000 personnes sur les réseaux et tu as accompagné plus de 2500 personnes. Tu as développé une expertise unique dans la compréhension et la transformation des relations humaines. Et tu as récemment sorti un livre, Harmonie. On aura l'occasion d'en parler. Mhm. Et donc, Jonathan, je suis ravi de t'avoir là en face de moi. J'ai hâte d'avoir tes lumières, d'avoir tes réponses par rapport à tout plein de questions. Et je suis certain que tu vas apporter beaucoup de choses à plusieurs personnes qui traversent des choses et qui ont besoin aussi de se renseigner sur les sujets que tu maîtrises. Jonathan, quand tu regardes ton parcours, quel a été le premier événement dans ta vie qui t'a montré que l'amour pouvait blesser? Déjà, dans un premier temps, merci pour ton accueil. C'est important de le dire. Donc, je suis ravi de tourner avec toi. Ensuite, pour répondre à ta question, je pense que c'est une question dont tout le monde peut en donner la même raison. Ça vient souvent de la relation qu'on a avec nos parents. Donc, dès lors qu'on grandit, qu'on avance dans la vie, c'est eux qui vont nous donner la définition de l'amour. Et donc, la première fois où j'ai senti que l'amour pouvait faire mal, c'est quand j'ai vu mes parents avoir des difficultés dans leur couple, se séparer. Et quand on a un enfant, on a la tendance de le prendre pour nous et de se dire, forcément, si nos parents, ça va pas entre eux, est-ce qu'on a la légitimité du coup d'exister? Puisque forcément, on est le fruit de leur amour. Donc, si leur amour est dysfonctionnel, nous sommes dysfonctionnels. Donc, c'est là, je pense, la première fois où j'ai été face à la difficulté qu'est l'amour. Hmm. Du coup, ça veut dire que ce que vivaient tes parents, toi, tu le ressentais? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très empathique. Hmm. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre où je dirais même que j'ai une sorte d'ultra instinct au niveau de l'empathie. C'est vraiment que je suis capable de ressentir les émotions de n'importe quelle personne. Une sorte de connexion émotionnelle avec les gens qui fait que je les ressens. Et du coup, je ressentais la difficulté de mes parents, même quand ils voulaient cacher. Hmm. Et même, comme j'ai toujours été quelqu'un de bons conseils, il arrivait même que ma mère me demande des conseils, même quand j'avais 8 ans, de oui, comment je peux faire pour que ça aille mieux, pour que ça se passe bien dans la relation. C'est tôt, 8 ans. C'est tôt, mais j'ai toujours eu cette aptitude à cerner et comprendre les gens. Hmm. Même aujourd'hui, ça m'arrive des fois, je suis dans le métro et il y a quelqu'un qui, au hasard, qui me parle, qui me pose des questions, qui a besoin d'aide et ils sentent directement que j'ai cette capacité-là et c'est un petit peu inné chez moi. Hmm. Ah ben
c'est un peu un ultra instinct parce que tout le monde n'est pas capable de ressentir ce que les autres ressentent. Mhm. C'est pour ça qu'il y a aussi ben, des psychopathes, hein, entre guillemets, qui n'arrivent pas à ressentir l'autre et qui n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Mais je pense aussi que quand on est face à ça à un jeune âge, je ne saurais pas dire si c'est une chose positive pour un enfant. Je pense pas que ce soit positif parce que un enfant, il a un rôle d'enfant, un adulte, il a un rôle d'adulte. Et quand tu donnes des caractéristiques d'adulte à un enfant, il est obligé de grandir trop vite. Hmm. Et du coup, forcément, il se perd et il n'a pas les bons repères. Donc moi, je vais pas tirer sur mes parents, mais ça m'a du coup apporté des difficultés, Hmm. du coup un poids que je ne devais pas porter et des responsabilités. Donc c'est jamais facile. Ouais. Et par rapport à ton expérience, à quel moment dans la vie, en fait, quel moment révèle le plus les blessures les plus profondes que l'on a pu avoir? Il y a un texte que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui disait que si tu prenais un moine tibétain qui allait s'exiler dans une forêt ou je ne sais où et qui méditait pendant des années et des années pour essayer de se connaître le mieux possible et travailler sur lui, il ne le ferait jamais mieux qu'un couple. Parce que Ah ouais. quand on est dans le couple, c'est là qu'on travaille le plus sur nous-mêmes. Parce que l'autre est le miroir de notre personnalité. Et j'ai tendance à dire qu'en fait, toutes les personnes qui sont autour de nous sont notre miroir. Mais plus les gens sont proches de nous au niveau émotionnel, plus le miroir est proche et plus on se voit. Hmm. Et donc forcément, la personne de laquelle on est le plus proche émotionnellement, c'est le couple. Hmm. Donc en fait, on se voit dans un miroir qui est face à nous et des fois, les défauts qu'on voit de nous ne nous plaisent pas. Hmm. Mais c'est pas forcément l'autre. Le problème, c'est l'image qu'on voit de nous-mêmes à travers l'autre. Et du coup, toi, le moment où tu t'es mis en couple, entre guillemets, où tu as commencé à vivre en couple, que tu as pu te confronter vraiment à toi-même? Ou bien est-ce qu'il y a un moment particulier, peut-être même dans le cheminement de ta relation de couple, où tu t'es vraiment vu, toi, en face du miroir? Je pense que dans chaque couple, on voit quelque chose de nous à travers l'autre, Hmm. mais on ne veut pas assumer que c'est nous qu'on voit. On a tendance à dire c'est la faute du miroir. Hmm. Mais donc, je pense que dans chacune de mes relations, j'ai vu cette image de moi, mes relations aussi bien amoureuses qu'amicales que de travail. Hmm. Et à un moment donné, c'est en grandissant, en apprenant, en travaillant sur moi, mes blessures, dans mon travail, Hmm. j'ai commencé à comprendre que finalement, ce que je voyais chez les autres, c'est ce que soit j'admirais chez moi, ou soit je détestais chez moi. Et donc moi, je dirais que c'est vraiment dans mon couple, c'est au fur et à mesure du temps, à force d'avoir des critiques à donner sur l'autre, Hmm. j'ai commencé à me poser la question, mais quel est le dénominateur commun de ce que je reproche à l'autre ou aux autres? C'est moi. C'est fort de se rendre compte de ça. C'est fort de l'assumer. Parce que comme tu le dis, généralement, quand on voit ça, bon, on ne veut pas l'assumer. Pourquoi, lorsqu'on le voit au début, pourquoi on ne veut pas l'assumer? Parce qu'on est tous face à l'histoire qu'on se raconte. Tu sais, on a une image de nous qu'on veut préserver et on a besoin de ça pour avoir une certaine valeur. C'est-à-dire que moi, je me vois comme quelqu'un de courageux, de généreux, de loyal. Et dès lors que ma façon d'être va altérer ma vision de moi, je vais essayer de me raconter une histoire pour ne pas me confronter à ça. Donc forcément, on est tous comme ça. C'est notre ego qui prend le dessus, qui nous dit non, je ne veux pas voir que je suis ça. Donc on préfère, comme je l'ai dit tout à l'heure, critiquer le miroir et dire que c'est l'autre le problème. Hmm. C'est l'autre le problème. Ça me fait forcément penser à ACT, les autres c'est toi. Quand tu entends les autres c'est toi, quand tu prononces cette phrase, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi? Bah, cette phrase-là, moi, je l'ai créée pour montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres. Que ça soit dans le bien ou dans le mal, on a toujours tendance à se dire, c'est les autres, ça arrive qu'aux autres. Quelqu'un qui gagne au loto, c'est que les autres qui peuvent gagner. Quelqu'un qui lui arrive une galère, grosse galère, c'est qu'aux autres. Et cette phrase-là m'était inspirée d'un moment précis où j'étais avec ma femme dans un loto à son travail et on jouait au loto et en fait tous les gains passés, on gagnait rien du tout. Rien, 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 rien. Il y avait des ordinateurs, des voitures, etc. Et à un moment donné, on arrive au gros lot. Le gros lot, c'était un scooter.
Mhm. Et là, ma femme, elle me dit, de toute façon, ça sert à rien de jouer, c'est toujours les autres qui gagnent. J'ai dit, mais vas-y, on essaye, et à la fin, c'est nous qui avons gagné le scooter. Sérieux? Et du coup, je lui ai dit, ben, tu vois, là, pour une fois, les autres, c'est toi. Et puis Hmm. ça m'est resté dans la tête, et puis je me suis dit, tiens, je vais créer le concept là-dessus, et puis c'est là pour montrer que finalement, les autres, ça peut être. On est tous les autres de quelqu'un, finalement. Hmm. Ah, c'est puissant. Mm. Vous avez continué justement. Et là, t'es venu en scooter. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire que ça ne va jamais nous arriver. Et du coup, comme on se dit ça, ben on se dit, bon, ben, je vais pas commencer. Je vais attendre. Et du coup, on est dans une position où on est spectateur, en fait, et on continuera toujours à dire cette phrase-là. Ouais, mais ça lui arrive à lui parce que, on leur invente des excuses par rapport au fait que, ben, ils se sont bougés, quoi, d'une Mhm. certaine façon. Mais ça me fait penser à une question parce que tu coaches des personnes, tu vois. Mhm. Et avant que ces personnes-là enclenchent les démarches pour être accompagnées par un professionnel, j'imagine qu'il y a un processus qui se fait dans leur tête. Il y a des couples, tu vois, qui ont des problèmes et il y a l'une des deux personnes dans le couple qui dit on devrait se faire accompagner, tu vois. Mhm. Sauf que je pense que ça arrive souvent, l'autre personne peut ne pas l'entendre de cette façon-là et va être complètement réfractaire au fait de se faire accompagner. Qu'est-ce que tu dirais à ce couple-là ou à cette personne-là qui refuse de se faire accompagner lorsqu'il traverse des situations compliquées? Ça m'arrive quasiment tout le temps. Et en général, c'est l'homme qui ne veut pas, qui pense que c'est pas utile. Et moi, ce que je dis à la personne qui est en face de moi, homme comme femme, c'est, je lui dis patience. Travaille avec moi. Et je peux t'assurer qu'en travaillant avec moi, ton homme ou ta femme va venir en coaching. Pourquoi? Parce que le changement commence chez toi. Quand l'autre va te voir changer, il va prendre peur, il va se dire, oulala, là là, elle est en train d'évoluer, elle s'estime beaucoup plus, elle a beaucoup plus de confiance en elle ou en lui. Est-ce qu'elle ne va pas, je vais pas la perdre? Hmm. Et donc forcément, et ça arrive quasiment tout le temps, je lui dis, tu verras, dans quelques mois, il viendra. Et ça, c'est toujours la même chose. La personne vient et décide de venir en coaching parce que j'apporte le changement nécessaire à la personne qui vient Mhm. pour donner envie à l'autre ou la peur de perdre pour venir en coaching et travailler à trois. Donc en fait, il faut que la personne qui a envie que son couple se fasse accompagner, il ne faut pas qu'elle attende que son compagnon ou sa compagne fasse le pas en même temps que elle pour se faire accompagner. On a le temps de rien. Si la vie, elle est courte, ça veut dire que si tu veux quelque chose, n'attends pas de l'autre. Et ça, c'est un conseil que je donnerais dans tout. Hmm. Donc oui, vas-y, fais-toi aider. Dans tous les cas, je dis toujours une chose. Soit l'autre viendra pour changer avec toi, soit l'autre ne viendra pas, ne changera pas, mais toi, tu auras changé. Donc tu ne seras plus en phase avec lui. Mais ça ne signifie pas une fin d'histoire. Non, ça signifie simplement une fin de cycle. Et après, c'est entre vous de voir quel nouveau cycle vous voulez mettre en place. Non, c'est important parce que je pense que, en plus, tu l'as dit, hein, c'est généralement les hommes, hein, d'après ce que tu as observé, qui ne souhaitent pas venir. Mhm. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est simple, hein, ça vient du conditionnement masculin, de la société patriarcale, de tout ce qu'on parle aujourd'hui dans nos vies, et encore plus dans certaines communautés où on est endoctriné depuis l'enfance à penser que on doit dépendre de personne, on n'a pas besoin d'aide, on doit avoir le rôle de celui qui s'en sort. Et les hommes sont très peu connectés avec leurs émotions profondes. Ils préfèrent se connecter avec leurs émotions un peu plus archaïques, plus animal. Hmm. Et donc forcément, se mettre face à la vulnérabilité, c'est se mettre face à la partie d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas rencontrer. Ouais, du coup, je vois ça en fait comme un manque de courage. C'est clairement un manque de courage, mais c'est un conditionnement. Ouais. Tu vois, en fait, on pense que le courage, c'est fuir la vulnérabilité. C'est si tu penses que ça être courageux, bah, du coup, tu te sens courageux en n'affrontant pas tes démons. Hmm. Et si tu penses que être courageux, c'est être vulnérable, tu iras. Et encore une fois, comme je dis toujours, c'est tout est une question de l'histoire que tu te racontes. Hmm. Et l'histoire que les hommes se racontent aujourd'hui, c'est la vulnérabilité est une faiblesse, Hmm. malheureusement. Au-delà des couples, parfois c'est des... Alors,
même si un couple, c'est le début d'une famille, c'est même une famille, il y a vraiment des familles avec des enfants qui empathissent de ces situations-là de couple, où l'un des deux personnes dans le couple doit se faire accompagner, mais ne souhaite pas se faire accompagner pour plein de raisons. J'ai l'impression que il y a quand même des cas, je vais dire à partir d'un certain âge, où tu as l'impression que c'est trop tard, que peu importe ce qu'on leur dira, ils ne feront pas l'effort de se faire accompagner. Est-ce que tu as ce même ressenti-là ou est-ce que tu as un espoir, peut-être? Moi, de mon expérience, je peux donner des chiffres, hein. Moi, j'accompagne des gens. La plus jeune que j'ai accompagnée, elle a 18 ans. La plus âgée, 56 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. Hmm. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les anciens, ils ont une image de la psychologie où c'est trop loin pour eux. C'est quelque chose qui est, c'est aujourd'hui pour nous les jeunes, c'est monnaie courante. Hmm. Ça devient démocratisé. Pour les anciens, c'est trop compliqué parce ils ont jamais fait face à leurs démons de leur vie. Donc quand tu arrives à 50 ans, 40 ans, tu as peur et tu te dis je peux pas affronter ça. Mais moi, je pars du principe que dès lors où le corps change, c'est-à-dire que le mindset peut changer aussi. Hmm. Donc, ceux qui disent que c'est trop tard, je suis trop vieux, bah, pourquoi ton corps change si tu n'es pas capable de changer ta mentalité? C'est fort. On entend beaucoup de choses sur l'amour, que ce soit à travers la télévision ou à travers les couples qu'on observe. Toi, de ce que tu as pu observer, quelle croyance sur l'amour que tu as observé le plus souvent qui fait le plus de dégâts? Bah, pour moi, la croyance la plus difficile à gérer, c'est que les gens croient que l'amour, c'est parfait. Ça veut dire qu'en fait, on est trop inondé de couples goals, de relations parfaites. On voit beaucoup de gens, que ce soit bah, des couples de stars, gros stars ou petites stars, Hmm. ils ne montrent que leurs bons côtés, les bons côtés de leur couple. Donc on a l'impression que tout va bien. Non seulement on les admire pour ce qu'ils font dans la vie, mais on les admire aussi pour leur relation. Donc forcément, quand tu rentres dans un couple, tu te dis, ben, tout va bien se passer. Tout va être linéaire et tout va couler. Hmm. Et comme tu rentres dans un couple et que tu vois que ça ne marche pas comme ça, et que tu t'identifies à ces couples-là, enfin, ça casse directement. Tu t'en vas et tu te dis, ben non, moi je m'attendais à vivre le conte de fées. Si c'est pas le conte de fées, ben ça veut dire que il est pas fait pour moi ou il est pas fait pour moi. Hmm. Et moi, c'est la leçon que je donne souvent aux gens parce que moi, ça fait du coup maintenant 11 ans que je suis dans une relation. Hmm. Et quand j'en parle aux gens, je leur dis, c'est pas parfait. On a des galères, des fois c'est difficile, des fois elle peut pas me voir, des fois je peux pas la voir. Hmm. Mais par contre, on a appris à comprendre les dynamiques de couple. C'est cyclique. Et l'amour est un choix. J'aime bien ce que tu dis parce que tu as dit on a appris à comprendre les dynamiques de couple. Vous avez été poussé à apprendre ou c'était plutôt vraiment une démarche de, de faire grandir le couple dans le bon sens, quoi? Moi, je dirais qu'en fait, on rentre dans une relation et il y a des dynamiques. Et les dynamiques qu'on avait, c'était une dynamique, je m'en cache jamais, un peu toxique. Et en fait, quand on est dans une relation toxique, on est dans ce qu'on appelle une codépendance. Du coup, on est dépendant de l'un et de l'autre. Donc, plutôt que de souffrir de cette dépendance-là Hmm. et de se détruire, mais autant on cherche à comprendre comment améliorer cette relation-là. Et la chance que l'on a, c'est que tous les deux, on est très sensibles à la spiritualité, au développement personnel, à la psychologie. Hmm. Du coup, on s'est dit, bah, on fait quoi? On se détruit ou on apprend? On apprend. C'est la meilleure des choses. Mais Merci. vous êtes bien trouvé parce que, encore une fois, il y a plein de couples qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Tu as parlé de développement personnel et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu à la mode hein, dans notre génération. Et moi, je le vois autour de moi. J'ai des couples d'amis. L'un est intéressé par le développement personnel, mais quand je dis développement personnel, c'est plutôt quand c'est mis au service du couple, hein. Pas le développement personnel au niveau des entrepreneuriats, enfin au niveau de, Mhm. vraiment pour faire grandir le couple. Mais l'autre peut voir ça justement voilà, peut avoir un regard qui est complètement différent et ne pas du tout être intéressé parce qu'un bouquin peut t'apprendre sur l'évolution de ton couple. Et je sais qu'il y en a qui souffrent de ça parce qu'ils ont l'impression que l'autre ne veut pas améliorer la condition du couple. Et moi,
quand je suis face à ce genre de personnes-là, je leur demande toujours arrêtez de regarder là-bas. Regardez ici. Quel message t'est envoyé dans tout ça? Et à chaque fois, on trouve quelque chose. Et la plupart du temps, ce que je trouve, c'est le contrôle. Comme tu veux imposer quelque chose à l'autre, même si c'est bien pour lui, il ne peut pas s'ouvrir à ça parce qu'il se sent sous pression. Hmm. La personne, elle a besoin de venir au développement, à la croissance d'elle-même. C'est comme un enfant, quand tu veux lui mettre la pression pour qu'il apprenne à faire telle ou telle chose, ça le brusque, il n'a pas envie qu'on lui impose les choses, du coup, il commence à le faire difficilement parce qu'il a une pression. C'est pareil pour un couple. En fait, moi, je dis toujours, en fait, travaillez dans votre coin. Concentrez-vous sur vous. Et l'autre, il suivra s'il doit suivre. Et s'il ne suit pas, peut-être que ce sera le moment de séparer vos chemins. Ou Hmm. peut-être pas. Hmm. Du coup, pour toi, le vivons heureux, vivons cachés, c'est pas qu'une phrase, quoi. C'est important de préserver sa relation. Et moi, en fait, ce que j'aimerais prôner, c'est plutôt vivons vrai. Ça veut dire, il faut qu'on parle de tout. Hmm. Moi, je peux le dire, là, je le dis ici, hein. Dans mon couple, ça va très bien. Il y a des moments où ça n'allait pas très bien. Hmm. Mais je peux le dire. Le problème, c'est que la plupart des gens vont montrer que quand ça va. En Hmm. fait, les couples qui vont bien, ils se montrent partout. Et les couples qui vont mal se montrent partout aussi. Ça veut dire qu'en fait, on a soit l'image de eux, c'est un couple qui fonctionne pas, ou Hmm. soit l'image de eux, c'est un couple qui fonctionne bien. Hmm. Mais la vérité, c'est que le couple qui fonctionne mal, il va aussi bien des fois. Hmm. Et le couple qui fonctionne bien, il va aussi mal des fois. Hmm. Et on devrait homogénéiser l'image du couple en se disant qu'en fait, les couples, ils vont bien et mal. Et c'est ça un couple. Hmm. Oui, il faut pas mettre de côté l'état d'un couple et mettre plus en avant l'autre état, quitte à oublier que un couple, c'est comme une personne. Il y a des moments où tu es malade et il y a des moments où tu es en pleine forme, quoi. Mm. Et moi, j'aime dire que le couple, c'est une personne. C'est toi et moi face au couple. Hmm. Et c'est pas contre le couple, c'est pas toi contre moi, c'est le couple, il est au milieu et nous deux, on cherche à améliorer le couple. C'est comme si on a un projet d'entreprise. Mhm. On doit améliorer le projet d'entreprise. On n'est pas en train de dire ah, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Non, c'est le projet qui grandit. C'est un Hmm. bébé, tu vois. Oh, mon bébé couple, il a 11 ans aujourd'hui. Et donc, du Hmm. coup, il s'est développé et il a eu des difficultés. Il a été un enfant mauvais, puis il devient de plus en plus un enfant réfléchi, mature. Parce qu'on a mis les ingrédients, nous, en tant que parents, sur notre couple. Hmm. Ah, je pense que c'est puissant de le voir comme une personne. En tout Mhm. cas, de l'avoir en tête. Parce que tout de suite, tu te dis. Enfin, quand tu as cette image en tête, moi, je ne l'avais pas forcément, cette image en tête. Peut-être indirectement. Mais tout de suite, quand même, tu prends conscience que. Bah, voilà, il faut. On se nourrit, tu sais, faut prendre soin. Tu On sais, prend le soin. faut prendre soin. Faut boire de l'eau. Ça, Mhm. Au début, tu as dit que tu ressentais beaucoup les choses, que tu as beaucoup d'empathie. Et je sais aussi que tu t'es décrit comme une personne hypersensible. Quand une personne hypersensible est blessée, elle ressent vraiment tout apparemment, intensément. Mhm. Et à l'inverse, une personne qui a une faible réactivité émotionnelle, elle peut se couper de ce qu'elle ressent. Elle peut couper ses émotions. Comment t'expliques ces deux manières en fait de répondre à la douleur et qu'est-ce qu'elles permettent en fait ou elles empêchent dans le processus de guérison? Déjà, pour parler un petit peu de mon histoire à moi, quand j'étais jeune, j'étais très hypersensible à tout ce qui est autour de moi, les émotions, la critique, etc. Et en fait, à force de vivre ça, je me suis créé une carapace qui a fait que j'ai été tout l'inverse. Hyposensible, si on pourrait dire. Et ça m'a fait me couper de mes émotions. C'est que maintenant que j'apprends à me réouvrir à ça et à me laisser libre cours à ma vulnérabilité, et en fait, ce schéma-là de vie que j'ai eu, d'hypersensible à hyposensible, c'est le schéma de la dynamique que la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens suivent. C'est la dynamique anxieux-évitant. C'est-à-dire, c'est une dynamique qui s'instaure dans beaucoup de couples, qui fait qu'il y a toujours une personne qui va être dans le côté besoin affectif à combler, nécessité, et l'autre qui va être dans la fuite de ce besoin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même message, et c'est deux manières différentes d'interpréter le message. C'est-à-dire qu'il y en a un, lui, il va fuir le problème, et l'autre, il va avoir peur du problème. Mais en fait, les deux personnes, c'est comme une pièce et deux faces. Ils ont les mêmes problématiques. Moi, je dis toujours que cette dynamique-là, c'est un peu comme une sonnette d'alarme.
Tu Mm. sais, il y a du gaz dans la maison, Mm. ça sonne, ça sonne, ça sonne. Mm. L'anxieux, celui qui a toujours peur que ça sonne. Donc il est toujours en alerte, prêt à bondir s'il y a un truc. Mm. Et l'évitant, celui qui il anticipe le fait que ça va sonner, donc il est toujours en retrait. Il ne veut jamais être là. Mm. Mais les deux ont un problème, parce qu'ils ne vivent pas l'instant. Mm. L'autre fuit, l'autre a peur que ça arrive. Mm. Et en fait, là où ils doivent travailler les deux, c'est en se disant, en fait, le problème, c'est la fumée qui fait que ça sonne. C'est pas que je dois prévoir, attention, ça va sonner, ou je dois fuir. Non, c'est le problème, c'est comment ça va sonner. Du coup, cette dynamique-là, il faut la comprendre dans les deux sens. Et tous les gens qui sont devenus évitants, Mhm. c'est-à-dire qui commencent à fuir les problèmes, ils sont passés par un stade d'anxiété à la base, où ils avaient peur du problème. Mais à force d'avoir peur du problème, ils sont décidés de se dire, moi, j'arrête d'avoir peur, du coup, je préfère fuir. Mais c'est un changement de la dynamique, mais au final, c'est le même problème. Mm. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Ouais, ouais. c'est comme ça que je le schématise. Ouais, non, c'est un beau schéma et ça explique vraiment les deux types de personnes en fait. Mais, mais quand même, tu sais, je me dis que j'ai l'impression que je peux comprendre ça lorsque l'on est jeune, lorsqu'on découvre la vie, on apprend à se connaître, etc. Mais au fur et à mesure, on fait face à des expériences, on fait face à des difficultés, des douleurs, on apprend à se connaître, mais j'ai quand même l'impression que c'est dur de changer en tant que personne. J'ai l'impression que voilà, c'est comme si tu étais dans un couple et que voilà, tu es en couple avec une personne et que tu rêves que cette personne-là, elle change. Alors que ça n'arrivera pas forcément. Mais toi, en tant qu'individu, dans ce type de situation, bah, j'ai l'impression que le fait de se rendre compte de l'état dans lequel tu es, que ce soit évitant ou anxieux, etc., pour se dire, allez, je vais faire face à ces problèmes et je vais les résoudre, j'ai l'impression que ça demande mais une force. En fait, ce problème-là, il est là pour que tu le résoudre. En fait, tu nais dans une famille qui va te donner des blessures, indirectement ou directement. Et tu vas créer en toi des schémas que tu vas vouloir résoudre et guérir. Ton cerveau, tout ce qu'il veut, c'est guérir. Quand tu es Mm. malade, ton cerveau, il t'envoie les anticorps pour te guérir. Et en général, il envoie les anticorps beaucoup plus puissants que la maladie que tu as pour tuer ta maladie. Mm. Dans la vie, c'est pareil. Tu as vécu des souffrances. Tu as eu un père évitant, tu as eu une mère anxieuse. Mm. Du coup, tu vas soit calquer le schéma de ton père en étant évitant, soit calquer le schéma de ta mère en étant anxieuse. Mm. Et comme l'être humain est un être d'habitude, tu vas chercher quelqu'un qui est dans l'autre dynamique Mm. pour pouvoir te rendre compte que tu as ce problème-là. Donc, quand tu veux essayer de changer l'autre, parce que tu vois qu'il est évitant ou qu'il est anxieux, Mm. mais en fait, l'autre, il est juste là pour te montrer que toi, tu es évitant ou anxieux. Mm. Donc, c'est à toi de changer pour que l'autre change. Mm. C'est ça le vrai schéma. Ouais. Commencer par soi d'abord. Exactement. Et quand on prend les deux types de profils, les personnes qui sont très empathiques, qui n'ont pas trop de difficultés par exemple, à montrer leurs émotions, et les autres, et l'autre profil qui a beaucoup plus de retenue et qui intériorise beaucoup ces émotions-là. Qu'est-ce que ces deux façons de réagir à la douleur, pour toi, révèlent sur leur rapport à l'attachement et à la vulnérabilité? Mais en fait, ça révèle en eux la blessure qu'ils n'ont pas su guérir de leur enfance. Qu'est-ce qui leur a fait le plus de mal? L'absence d'un parent au niveau émotionnel ou l'évitement d'un parent. Et ça va leur exprimer ce qu'ils ont à guérir à l'instant T. Donc au final, leur vulnérabilité, ça va être comment dire, le moteur de ça. Hmm. Est-ce que je suis quelqu'un qui a été touché par la vulnérabilité au point que ça me dépasse et que ça prenne mon entièreté? Mhm. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a été tellement blessé par la vulnérabilité que je veux la fuir? Hmm. Et des fois, tu peux avoir même des frères et sœurs, ils ont eu la même vie, mais leur rapport à ça va être différent. Donc, il y en a un qui va être dans le côté l'anxiété et l'autre qui va être dans le côté évitement. C'est vrai. Parce qu'on va s'identifier à l'un de nos parents. Et Hmm. nous-mêmes, on va épouser l'un de nos parents à travers une autre personne. Hmm. Parce qu'on va chercher quelqu'un qui va nous permettre de guérir la chose que notre parent nous a imposée. Hmm. Ah, c'est très fort de prendre l'exemple
des fratries, voilà, des frères et sœurs. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tous eu la même éducation. Et parfois, lorsque l'un réagit d'une façon, on se dit, mais c'est pas possible. Mhm. On n'a pas été éduqués de la même façon, on n'a pas eu les mêmes parents. J'aime bien dire, moi, on a eu les mêmes parents, mais on n'a pas eu les mêmes parents. Parce que forcément, il n'y a pas le même comportement chez les parents face à une situation. Mm. On a surtout, nous, on va pas vivre les choses de la même façon face à une situation. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça explique beaucoup de choses parce qu'au final, même toi, si tu regardes tes frères et tes sœurs, bah, vous êtes très différents. Mhm. Et quand je fais le parallèle avec mon frère et sa compagne, je vois clairement que l'éducation de la première, la différence, elle est, je vais pas dire abyssale, mais quand même, il y a une grande différence. Moi, je suis deuxième dans ma famille, tu vois. Et j'ai l'impression que, ouais, on n'a pas les mêmes, il y a pas les mêmes rapports et on n'a pas les. J'ai l'impression qu'on a même pas le même amour, d'une certaine façon. Ben, rappelle-toi de ce que j'ai dit au début, c'est que tout le monde est un miroir. Ouais. Et en fait, tes enfants, c'est ton miroir aussi. Donc, dans certains de tes enfants, tu vas voir des traits de ta personne que t'aimes pas, Hmm. mais ça va pas être les mêmes chez l'autre. Hmm. Donc, forcément, il y en a peut-être un avec qui tu vas te sentir mieux parce qu'il va pas te révéler quelque chose qui te pique, et l'autre, il va te révéler quelque chose qui te pique, et tu vas, plutôt que de te regarder toi, tu vas voir lui. Hmm. Et c'est là qu'est toute la différence. Parce que les personnalités sont différentes, mais dans les différentes personnalités, c'est que des parties de toi, des prolongations de toi. Donc Hmm. forcément, ce que tu vois chez l'autre, que tu vois comme personnalité, c'est juste une partie de toi que tu lui as donné, Hmm. ou une partie de ta compagne que tu lui as donné et que tu n'aimes pas chez elle ou que tu apprécies chez elle. Et voilà pourquoi on se retrouve dans... Tu peux avoir 10 frères et sœurs et la fratrie, il y en a, chacun aura une façon différente d'être, même des jumeaux jumelles, hein. Hmm. Et c'est à ce moment-là que tu vois que il y a une histoire derrière chaque personne, même dans les fratries, quoi. Mhm, exactement. Tu sais, dans les couples, ou même dans la vie en général, il y a souvent des personnes qui ont cette peur profonde d'être quittées. Alors que autour d'eux, tout se passe bien. D'où vient cette peur de se faire quitter? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie du cerveau qui gère l'émotionnel, c'est la même partie qui gère les souvenirs. Et en fait, au final, je vais donner un exemple concret. Tu as un enfant, tu as 4-5 ans, tu as besoin de l'attention de ton père, de ta mère, et ce parent te dit non, désolé, je suis occupé, je dois travailler, etc. Du coup, tu vas créer une mémoire et une émotion associée à l'indifférence. Et tu vas créer des petites parallèles, des petites associations qui sont par exemple le travail. En fait, c'est le travail est une source de problème. Du coup, quand tu vas grandir, ta relation peut être classique, peut être normale, et au final, bah, tu vas te dire, dès que mon compagnon, ma compagne va travailler, je me sens abandonné parce que c'est ce que j'ai vécu dans le passé quand je demandais à mon père, viens, je viens de jouer avec toi. Et en fait, c'est ça, c'est des associations d'émotions et de mémoires qui créent des dysfonctionnements de notre esprit et qui nous font croire des choses Hmm. qui finalement ne sont pas forcément réelles. Encore une fois, on en revient à l'enfance. Alors, Encore une fois, tout est basé sur l'enfance, parce que ce qu'on vit, ce qu'on est, c'est l'éducation, et on dit souvent c'est les 7 premières années de notre vie qui conditionnent nos 77 prochaines années ou nos 100 prochaines années. à ce point, les 7 premières années. Les 7 premières années, c'est la base, parce que c'est le cerveau, il se construit d'une certaine façon dans les 7 premières années de la vie. Les Mhm. 3 premières années, c'est vraiment la découverte de soi, et les 7 premières années, c'est l'affirmation de soi. Et du coup, dès que tu arrives à 7 ans, comme on dit l'âge de raison, Mhm. c'est là que tu es pleinement toi. Donc tout a été conditionné dans ces 7 premières années. L'affection, le rapport à soi, le travail, même le rapport à l'argent. Et on ne Hmm. se rend pas compte qu'en fait, tout est basé là-dessus. Ensuite, tous les autres événements qui vont arriver ne vont faire que valider ou invalider des croyances qui ont été basées dans les 7 premières années. Mais si un enfant n'a pas du tout eu d'amour de l'un de ses parents, ou un parent absent pendant justement ces 7 premières années, est-ce que c'est rattrapable? Tout est rattrapable, bien évidemment. C'est dès lors qu'en fait, t'as un problème. Comme tu as un problème, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau, il veut le guérir. Ouais. Pendant cette année, tu n'as pas eu d'amour de tes parents. Donc en grandissant, ton cerveau, il va faire des associations par rapport à ça. Donc il va te mettre face à des situations où tu n'auras pas l'amour de ton partenaire. Hmm. Pour que tu te rendes compte du problème. C'est juste qu'en fait, t'as des blessures qui se créent dans les 7 premières années. Et après, tu as des situations de vie dans ta vie d'adulte qui sont là pour montrer qu'est-ce que tu as vécu qui t'a blessé dans tes 7 premières années. Donc au final, tu as la carte devant toi.
Et là, ton but, c'est soit de comprendre toi-même, soit d'aller vers des spécialistes ou lire des livres comme celui-là, qui est juste là, et Au comprendre hasard. au hasard. Non, mais c'est pour ça que je pense que les adultes de la prochaine génération doivent se rendre compte que les enfants qu'ils éduquent aujourd'hui, ils auront un impact important dans l'environnement dans lequel ils seront plus tard. Et j'ai l'impression que si l'éducation se faisait de la meilleure des façons pour chaque enfant, j'ai l'impression que limite ça pourrait résoudre plein de problèmes dans le monde en fait. Mais c'est la base de tout, hein. Souvent, tu sais, quand on voit les gens, les délinquants, Hmm, tout ça, il y a toujours eu un manque au niveau parental. hmm. Et même souvent, on va dire, je sais pas, quand on va rencontrer une femme, on va dire, cette femme-là, elle est pas bien, on va dire, elle a pas eu de père. C'est toujours cette image-là qu'on donne. Ouais. Mais c'est à la fois, il y a de la vérité dans ça. Hmm, Si tu n'as pas une base solide, et là, c'est pour une fille, mais ça peut être pour un homme, ça peut être pour n'importe qui, hmm. tu as besoin d'avoir une base solide et des parents sains pour driver dans la vie et avoir les bons outils pour faire face à l'amour, à l'émotionnel, au travail, à tout. Et donc forcément, c'est un atout principal, primordial, d'avoir des parents qui te donnent les bonnes bases. Ouais, c'est important parce que c'est ça qui te comble en tant qu'humain. Il y a des personnes au grand cœur, tu sais, qui sont très bienveillantes. Et j'ai l'impression que ces personnes-là finissent souvent par être blessées. Souvent. Comment t'expliques ça? Et pourquoi j'ai cette impression qu'elles sont le plus exposées à des blessures émotionnelles? Ce que je vais dire, ça va peut-être étonner tout le monde, mais c'est faux. Ah ouais? Dans le sens où c'est pas les bonnes personnes qui sont exposées le plus. En fait, les bonnes personnes qui sont gentilles, qui sont bienveillantes et qui ne sont pas exposées, ils ne viennent pas parler pour dire bah moi je suis bienveillant et je me fais avoir. Par contre, toutes les personnes qui sont bienveillantes et qui se font avoir viennent parler. Donc forcément, on a cette impression-là que, mais en fait, tout parle du schéma qu'ils ont. C'est-à-dire qu'une personne qui est bienveillante, en général, dans son schéma, elle aura un côté où elle est trop gentille avec les autres. Hmm, Donc du coup, dans son côté, je suis trop gentil avec les autres, j'ai un problème. C'est un problème, ça. hmm, Du coup, mon cerveau, quand j'ai un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va me mettre face à cette situation-là inlassablement pour que je comprenne que j'ai un problème et que je le règle. Donc, du coup, il va attirer que les gens qui vont être malveillants avec eux. Parce que hmm, dans son schéma, c'est comme ça. Mais les gens qui sont bienveillants, qui dans leur schéma n'ont pas ce besoin-là, ils ne vont pas rencontrer des gens forcément malveillants. Après, ça peut arriver comme n'importe quelle personne. hmm, Mais ils ne vont pas accumuler ces genres de situations-là. Mais comme ils n'ont aucune raison d'en parler, ils ne vont pas venir dire bon, je fais un podcast pour dire que moi, je suis bienveillant et tout se passe bien pour moi. Mais ceux qui sont bienveillants, qui se font avoir, ils vont le faire. Donc, du coup, nous, on va avoir cette image-là. Mais encore une fois, tout est une question de schéma. Tu hmm, verras que cette personne-là qui est bienveillante, elle a eu un de ses parents qui a été trop gentil et qui s'est fait bouffer par l'autre parent. Du hmm, coup, elle va reproduire ce schéma-là et attirer un compagnon ou une compagne comme son autre parent pour qu'elle hmm, comprenne qu'elle a ce problème-là et qu'elle doit le régler. Et hmm, l'autre aussi, là, il va avoir ce problème-là. Parce qu'il va avoir une compagne, un compagnon qui va être comme son autre parent, trop gentil, il va l'écraser, il va devoir comprendre qu'en fait, s'il veut être heureux et bien, il faut qu'il sorte de ce contrôle et de cette domination. Donc hmm. le schéma, c'est dans les deux sens. Ouais. Ouais, donc c'est pas du tout une vérité générale, quoi. Euh, non. C'est pas parce que t'as un grand cœur que t'es bienveillante, que t'es plus exposé à Les des... plus exposés quand c'est ton schéma, Ouais. mais il y en a pour qui ils ont eu une enfance tranquillement, il n'y a Hmm. pas de problème, du coup, ça peut arriver n'importe quoi, à n'importe qui de se faire avoir. Mais ça va pas être un schéma récurrent. Ouais. Ouais. Quand tu dis une enfance tranquille, ça me fait penser à une question. Selon toi, quelle serait la meilleure enfance qu'un enfant devrait avoir? Quel serait le schéma, entre guillemets, parfait, même si j'ai l'impression que c'est un peu utopique. C'est recevoir de l'amour inconditionnel et être écouté dans ses ressentis, ses besoins, ses émotions, être accompagné, qu'on t'explique comment vivre avec ce que tu vis, que tu écoutes ton corps, que tu le comprennes. Mais moi, je pars du principe qu'on vient sur Terre pour expérimenter quelque chose Mhm. et qu'on sera forcément amené à vivre des situations qui vont nous faire du mal pour travailler.
Hmm. Je pense pas qu'une personne peut arriver sur cette terre et vivre la vie idéale, parfaite, comme on devrait la vivre. Hmm. Je pense que peut-être dans des millénaires, ça arrivera à force du travail qu'on met en place. Mais Hmm. aujourd'hui, le but des êtres humains, c'est de guérir toutes les blessures pour les générations suivantes pour qu'on arrive dans X millénaires Hmm. à avoir une vie où on est sain. Mais pour l'instant, le travail des êtres humains, tu viens, c'est pour expérimenter et c'est pour vivre quelque chose. Ouais. Ouais. Expérimenter et vivre quelque chose. Parce que c'est vrai que les couples vivent beaucoup de choses, expérimentent beaucoup de choses. Et par exemple, en 2024, selon l'INSEE, un mariage sur deux en France résulte à une séparation. Toi, par rapport à ton expérience, à ce que tu as pu observer, quel est le résultat en fait de pourquoi les couples se séparent tant? Déjà, tu vois, là, ça revient à une chose que j'ai dit tout à l'heure pour faire un parallèle. C'est que souvent, les couples, c'est en moyenne aux alentours de 7 ans de couple que les couples se séparent. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'âge de raison. Tu vois, l'âge de raison d'un enfant, entre 0 et 7 ans, qu'il a l'âge de raison, Hmm. c'est la même que dans le couple. Comme on l'a dit, le couple, c'est un enfant. Hmm. Et 7 ans, c'est l'âge où, en fait, on a fait le bilan. Tu vois, au bout de 4 mois, c'est la période de lune de miel, tout va bien. Après la première année, c'est la période où on commence à s'apprendre à se connaître. Mhm. Au bout de 3 ans, on se connaît. Hmm. L'amour est arrivé à un stade de linéaire. Mhm. C'est souvent pour ça qu'on va dire l'amour dure 3 ans. Hmm. Et ensuite, au bout de 7 ans, c'est le moment de raison où on a nos habitudes et on commence à faire le point. Qu'est-ce qu'il y a dans ma relation qui me plaît pas? Après, tu as un dernier cycle, c'est 10 ans où là, tu t'es enfin vu toi-même Hmm. dans le miroir de qui tu étais et tu te poses la question, est-ce que ce que je vois de moi, ça me convient? Mais là, on va plutôt se mettre sur le cycle des 7 ans. Mhm. Le cycle des 7 ans, c'est le moment où on se pose des questions, du coup, de se dire, bah, les habitudes que j'ai avec la personne, est-ce que ça me convient? Donc c'est pour ça que beaucoup de couples se séparent. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas assez alarmés sur les enjeux du couple et les dynamiques de couple. Hmm. Les enjeux du couple, c'est quoi? C'est le couple est là pour te révéler, pour que tu saches qui tu es. Hmm. Maintenant, si quand tu te vois, tu t'apprécies pas, parce que tu penses que c'est l'autre le problème, eh ben ça ne va pas. C'est là pour te révéler. Parce que même, je prends un exemple simple. Imaginons une personne qui est battue par l'autre personne. Hmm. Du coup, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est censé lui révéler? C'est pas normal, ça. Déjà, ce qu'il faut qu'elle sache, cette personne-là, c'est qu'elle n'est en aucunement coupable des agissements de l'autre. Si l'autre, il est violent, c'est pas sa faute à elle. Ouais. Elle n'a aucune responsabilité dans ça. Hmm. C'est sa responsabilité à l'autre, c'est l'autre qui est coupable. Hmm. Par contre, sa responsabilité, c'est de comprendre quel message m'est envoyé à travers ça. Hmm. Et en général, c'est je manque d'estime. J'ai quelque chose qui m'empêche de m'affirmer. Hmm. Donc, je dois comprendre que cette personne-là est là pour me révéler ça chez moi. Hmm. Tu vois, même les choses les plus difficiles, elles ont un message derrière pour nous expliquer. Hmm. Donc déjà, ne te sens pas coupable, mais comprends ce que ça te révèle sur toi. Avant de reprendre l'épisode dans 10 secondes, je remercie les personnes qui me suivent déjà et bienvenue à ceux qui me découvrent. Si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Ça me permettra de gagner en visibilité et surtout à inviter d'autres personnes intéressantes. Merci d'avance et retour à l'épisode. Je pense qu'il faut que tous les couples soient au courant de ça parce que je pense que quand tu as une feuille de route et que parce qu'on on se dit souvent que les couples de l'époque, les couples de nos parents, ils duraient plus souvent, ils duraient plus longtemps, pardon. Et que les couples d'aujourd'hui, bah, voilà, ils arrivent au bout des 3 ans, ben, l'amour est platonique, bon, ben, ils veulent changer. Ils arrivent au bout de 4 mois, c'est la fin de la lune de miel, bon, ben, c'est terminé, il n'y a plus ces petits papillons, bon, ben, ils veulent changer. On a quand même l'impression que dans notre génération, vraiment autour de nous, tout va de plus en plus vite, mais aussi dans les relations de couple, tout va de plus en plus vite, à tel point que les gens ont l'impression qu'ils ont plus de temps à perdre en fait. Et que, Mais d'après toi, quelle est la meilleure génération? Celle d'avant, qui restait plus longtemps, mais des fois dans des couples qui étaient chaotiques, ou celle de maintenant qui change tout le temps? Pour toi, c'est quoi ton avis? c'est une question difficile. C'est une question difficile parce que si ça dépend des couples, si dans un couple c'était chaotique, que par exemple la femme se faisait battre, etc., mais qu'elle restait quand même, oui, c'est chaotique. Mais si je prends l'exemple
d'un couple dans cette même époque qui ont traversé vents et marées, qui sont restés ensemble, qui se sont battus parce que ben voilà, ils n'étaient pas peut-être aussi exposés que nous, ben je dirais que ce couple-là, ils sont peut-être dans de meilleures conditions que les couples d'aujourd'hui. Moi, dans mon image à moi, euh, j'ai l'impression que beaucoup de couples de l'époque tenaient que pour des questions financières, des Hmm, questions culturelles, des questions situationnelles, et que beaucoup se contentaient d'une situation qui ne leur convenait pas. hmm, Aujourd'hui, comme maintenant il y a beaucoup plus d'émancipation des femmes, par exemple, elles ont une place importante dans la société hmm, et qu'elles ont leur mot à dire sur ce qu'elles vivent, hmm, forcément, il y aura beaucoup plus aussi de séparation parce qu'elles n'ont plus forcément besoin d'un homme comme c'était avant, donc elles ne peuvent pas accepter le comportement d'un homme ou même les hommes, ils vont avoir plus cette envie de peut-être d'améliorer leurs conditions de vie ou de vivre d'autres choses. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que avant, c'était pas forcément optimal. hmm. Aujourd'hui, ça l'est pas forcément non plus, mais que avant et maintenant, il y avait aussi des bons couples, tu vois. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on se retrouve dans un milieu où on arrive à rester longtemps ensemble, Hmm, dans cette génération-là, mais dans des bonnes conditions, hmm. pour du coup contraster avec la génération précédente. Ouais. Ben, t'as du boulot, hein. J'ai du boulot. Et j'aimerais quand même rebondir sur, encore une fois, dans le couple, le miroir, le fait de ne pas aimer ce qu'on voit et le fait de, par moments, faire subir des choses ben, horribles à l'autre. Il y en a, quand tu les vois, c'est vraiment hardcore ce qu'ils font. Quand je prends l'exemple des féminicides, tu vois, est-ce qu'il y a une explication? Moi, mon explication, elle est simple, elle est un peu spirituelle. C'est, en fait, tu sais, on a des énergies. Mhm, On va parler d'énergie masculine, d'énergie féminine. mhm, Quand ton énergie masculine, elle n'est pas, elle est pas dominée, elle est dispersée. Tu vas en général rejeter ton énergie féminine en toi, quand tu es un homme, par exemple. Et du coup, le fait de rejeter cette énergie féminine, tu vas rejeter tout ce qui s'y apparente. Donc forcément, une femme s'apparente le plus à l'énergie féminine que tu rejettes chez toi. Et plus tu détestes cette partie-là de toi, plus tu détestes les femmes. Donc tu as beau avoir cette attirance-là, parce que tu veux dominer en toi. Tu veux dominer chez les autres ce que tu n'arrives pas à dominer chez toi. Donc du coup, c'est comme ça que ton cerveau fait que tu vas être obnubilé par la domination de la femme. Parce que la partie féminine qui est en toi, tu ne sais pas la maîtriser. Donc le substitut de ça, ça va être la femme. Et malheureusement, il y en a pour qui leur énergie sont tellement dispersées en eux qu'ils ont tellement de problématiques avec ça, à cause de leur schéma de vie, ils en arrivent à cette situation-là. Et quand je mhm, dis ça, bien sûr, je ne veux absolument pas leur donner d'excuses. Parce que tout le monde a la clé et la possibilité de se remettre en question et de voir ça. Et mhm. on est tous maîtres de nos agissements. Peu importe ce qu'il arrive, parce que ça peut arriver à n'importe qui, je sais pas, d'avoir une pulsion de bête. Hein, je sais pas, il y a un truc qui est là, 10 euros qui traînent, j'ai envie de le prendre. Hmm. Mais je vais pas les prendre. Je vais me dire, c'est à une personne, tu vois. On a tous la pulsion sur des C'est vrai. sujets qui sont Ouais. banals. Ouais. Par contre, quand tu as une pulsion aussi problématique, c'est de ta responsabilité à toi de te faire soigner. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai accompagné des gens qui étaient des hommes violents, moi, dans mes thérapies. Et, et je pense à un d'ailleurs qui, lui, a fait un travail énorme, qui maintenant n'a plus jamais été violent. Et pour ça, il faut vraiment se Ah, responsabiliser. Cette mhm. personne-là est venue pour travailler. Elle a voulu travailler. Elle a dit, je suis un homme violent, Mhm. j'ai des bases de violence, je veux changer ça. Et jusqu'à preuve du contraire, cette personne-là a tenu le coup. Parce Waouh. qu'elle a travaillé sur elle, elle a réussi à dominer son énergie féminine en elle et Mhm. arrêter de rejeter la vulnérabilité. Parce que ça, la problématique, c'est qu'on Mhm. rejette la vulnérabilité. Mhm. En fait, on peut comprendre le comportement de plusieurs hommes, en Mhm. fait. Cette énergie féminine, j'ai l'impression qu'elle est clé, en fait. Et que souvent, on ne veut pas faire face à cette énergie féminine. Mais Mhm. ça me fait penser que lorsqu'on était à la cour de récréation, quand, quand tes camarades ils te pointaient du doigt parce que tu avais un t-shirt rose ou parce que tu pleurais, par exemple. Et du coup, bon, ben, t'es vite pointé du doigt parce que ça fait de toi, entre guillemets, une mauviette. Finalement, c'est pas que l'éducation des parents, c'est
les personnes qui sont autour de nous, les enfants qui sont... L'environnement. L'environnement, Mm. exactement. Mais qu'est-ce qu'un parent qui éduque bien son enfant Si on est que... tous le fruit de notre environnement, donc à un moment donné, on va en plus de ça se mélanger avec les gens qui nous ressemblent Ouais. et on va augmenter notre croyance sur les choses. Et tu vois, moi, mon avis à moi personnel, pourquoi les femmes sont autant stigmatisées, dénigrées et écrasées dans cette société-là? C'est parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie la plus puissante. Et parce que c'est l'énergie de la vie, c'est cette énergie-là qui donne la vie. Hmm. Donc forcément, comment réussir à dominer une force? C'est de lui faire croire qu'elle n'est pas forte. Hmm. Et parfois même, c'est même dans les têtes de nos parents. Je vais donner un exemple. Je sais que ma mère, le, le fait qu'une femme, entre guillemets, domine, pour elle, c'est pas possible, quoi. Mhm. Ça ne doit pas avoir lieu. Qu'est-ce que ça dit bah, de ma mère? Ça dit simplement elle a suivi le conditionnement qui est un conditionnement imposé. Est-ce que c'est sa faute? La société le dit, la société l'impose, et c'est pour ça que beaucoup de femmes se soulèvent pour maintenant montrer qu'elles existent. Après, il y en a qui le font peut-être de la mauvaise façon, mais c'est important que les femmes se reconnectent à leur pouvoir et qu'elles s'expriment. Hmm. Et le fait que bah, des mères comme la tienne ou même comme la mienne, hein, parce que moi, en tant qu'Africain, je reviens de loin pour commencer à avoir une image de la femme égale. Parce que dans notre société, dans notre vision de la femme Hmm. d'Africain, on nous explique un petit peu qu'on a ce devoir d'être la puissance, même si moi, en tant que Congolais, c'est une culture un peu matriarcale, donc on a un Hmm. peu ce respect de la femme. Hmm. Mais on doit sortir de cette image-là. Et moi, c'est un travail que je m'efforce de faire, et surtout que j'ai un fils, alors j'essaie de lui apprendre aussi. Hmm. Et j'ai 3 filles. Hmm. Donc c'est aussi important pour moi de leur montrer qu'elles ont une puissance Hmm. et que les hommes doivent les respecter aussi. Et pour moi, ça dit rien de mal sur ta mère. Ça montre juste que la société a fait son travail, hein. Elle a fait Ouais, ce qu'elle devait faire. Annihiler la femme, c'est la meilleure façon de la dominer, hein. Et ouais, faire croire qu'elle n'a pas de pouvoir. ouais. Et comment une femme, euh, à ce niveau-là, peut se rendre compte que finalement, elle a du pouvoir? Déjà en se disant que sans elle, on ne serait pas là. Premier élément de réponse. Ouais. Déjà, il faut se dire ça. Et en plus de ça, nous, on a la force physique, on va dire. Hmm. Mais on a la force physique. Ouais. Sans les femmes, qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Mais en tout cas, cette stat au niveau des couples qui se séparent, elle est toujours impressionnante à dire, toujours impressionnante à lire. Et dans les couples, il y a des personnes qui arrivent avec des blessures et par moments, elles arrivent avec des blessures qu'elles pensent avoir été guéries. Mais il y a des situations qui font que ces blessures-là reviennent. Comment t'expliques ça? Et comment ça se fait que quand une personne dit bon ben je suis passé à autre chose et qu'elle revient quand même en arrière, ben, tu te rends compte qu'elle est pas passée à autre chose et que cette blessure l'atteint toujours quoi. Ça en revient à ce qu'on a dit déjà. C'est la mémoire émotionnelle. Hmm. Tu as une mémoire qui fait que, je vais Ouais. te donner un exemple concret, tu vas vivre un événement et puis tu vas, je sais pas, tu vas habiter quelque part, tu vas revenir 20 ans plus tard, et tu vas ressentir les émotions de cet événement, de ce que tu as vécu, de ce que tu as vibré ici. Bah forcément, quand tu es guéri d'une chose, Hmm. à un moment donné, tu peux refaire face avec ce que tu vas vivre dans le quotidien. Il Hmm. suffit d'un élément. Tu vas, je sais pas, tu as été trompé par un homme, tu passes à autre chose, puis après tu vas à la caisse d'un supermarché, tu vois, il a le même prénom. Hmm. Ça peut te renvoyer sur quelque chose. Du coup, tu penses que que tu es passé à autre chose, mais ça revient. Ouais. Donc forcément, En fait, c'est voilà, c'est normal. c'est la mémoire émotionnelle. Ouais. Et je pense que petit à petit, c'est quand tu acceptes la situation telle qu'elle a été, que tu t'en sors de ça. Hmm. Je vais prendre un autre exemple parce que aujourd'hui malheureusement c'est une date un peu symbolique mais dans le mauvais sens. Mhm. Et il y a eu les attentats il y a 10 ans, des personnes ont perdu la vie, des familles se sont déchirées, des proches ont cru perdre des amis, des parents. Et moi, j'ai une amie proche, son père était au Bataclan le soir des faits. Et c'est vrai qu'en début de semaine, on en a un peu parlé. Et ça l'atteint toujours.
c'est vrai que, comme tu l'as expliqué, il y a le cerveau qui se rappelle de tout ça. Mais dans ce genre de situation quand même très grave, est-ce qu'on arrive vraiment un jour à les accepter? Tu sais, l'acceptation, c'est un processus. Et la douleur, elle est légitime. Tout le monde souffre. Tout le monde vit des choses compliquées. Et simplement, la souffrance, c'est dur de dire ça, mais c'est comme un choix. Ça veut dire que c'est comment tu vas vivre l'émotion, comment tu vas vivre la situation, comment tu vas l'enrichir. Et en fait, dans ces situations comme ça, de deuil, de difficulté, de souffrance, on a des fois ce besoin de faire perdurer la mémoire du moment. Et comme on a besoin de faire perdurer la mémoire du moment, on va rester dans cette dynamique-là. Parce on a l'impression que si on passe à autre chose, on respecte pas, on oublie. Et on ne veut pas oublier. Mm. Donc, ça, c'est aussi un petit peu notre choix. Même si j'aime pas forcément mettre la responsabilité sur la personne de ressentir ça. Mm. Mais si elle a besoin de ressentir ça, qu'elle le ressente. Mm. Et quand elle aura besoin de passer à autre chose, peut-être qu'elle ira voir quelqu'un pour se faire aider. Mais si elle a besoin là, de ressentir ça, même 10 ans après, c'est parce qu'elle en a besoin. Donc, Mm. pour moi, accepter son besoin, c'est primordial. Là, j'ai besoin de ressentir ça, je ressens ça. Et si j'ai plus envie de ressentir pour passer à autre chose et plus me freiner peut-être dans ma vie, Mm. je vais chercher les moyens de le faire. Mm. Bah, je lui dirais ça. Quand une personne est profondément blessée dans un couple par une personne qu'elle aime, à quoi ressemble le chemin du pardon? Le chemin du pardon, c'est long et ça revient à ce que j'ai dit, hein. Tu sais, l'amour, c'est un choix. Mm. Le pardon, c'est un choix. Mm. L'acceptation, c'est un choix. Et donc, il faut choisir. Il faut choisir de pardonner. Mais on n'a pas toujours la force ni l'envie de le faire. Donc, moi, je dirais qu'il déjà, il faut prendre en considération toute la situation et se dire une chose primordiale. Les gens ne font jamais rien contre toi. Ils le font pour eux. Mm. Donc, cette personne-là, ça lui apporte quelque chose à elle. Mm. Maintenant, est-ce que tu veux accepter ça ou pas? Le pardon, pour moi, il est primordial. Après, c'est l'acceptation Qui prend du temps? qui prend du temps. En fait, accepter, si je ne veux pas accepter, je n'accepte pas. Mais le pardon, il doit être nécessaire parce que ma mère me disait toujours ça, hein. La rancœur, c'est un poison que tu donnes à toi-même, pas à l'autre. Mm. Donc, tu nourris quelque chose qui est inutile. Ça se trouve, la personne, elle t'a trahi, elle a déjà oublié, et toi, tu es encore en train de ressasser ça. C'est Tu vrai. nourris ça en toi. Mm. Pardonne. Après, choisis si tu veux accepter ou pas, par contre. Mm. Mais pardonne. Pardonne. Ouais. Les recherches sur la mémoire émotionnelle, tu sais, montrent que, comme tu l'as dit, le corps retient des traumatismes. Et une situation, enfin, je ne sais pas si tu sais ce qui se passe vraiment dans le cerveau quand tu es face vraiment à une situation voilà, qui te rappelle un événement traumatique. Et est-ce qu'on peut contrer ce genre de situation? En tout cas, peut-être les prévoir. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le corps n'oublie rien. Même si tu veux oublier quelque chose, ton corps, il n'oublie pas. Ça veut dire que face à une situation, il va ressentir à l'intérieur de lui la situation qui l'a impacté. Donc, tu vas te raidir, tu vas transpirer, etc., etc., même si tu ne veux pas y penser. Mais il y a aussi un point essentiel qui est intéressant, et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il y a une université en Suisse, à Genève, qui a étudié du coup l'impact des traumatismes sur les générations. Mhm. Et ils s'étaient renseignés là-dessus parce qu'ils avaient remarqué que, par exemple, les enfants dont les parents avaient subi l'Holocauste Mhm. ressentaient des chocs post-traumatiques alors qu'ils n'avaient même pas vécu ce genre de situation-là. Les enfants. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique et les schémas transgénérationnels. Et au final, ils ont remarqué, avec des études, que le traumatisme se transmet. C'est comme si tes cellules, tes gènes, gardaient en mémoire le traumatisme et le donnaient aux générations suivantes. Mhm. Donc des fois, en fait, tu as des situations de vie que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, parce qu'en fait, tu as un ancêtre qui l'a vécu. Tu ne te rends pas compte de la chose. Et ce Mhm. qui est fou dans cette analyse-là, c'est en faisant l'expérience sur plusieurs familles, des générations, une grand-mère, une mère, une fille, ils ont remarqué une chose, c'est que par exemple, il y a une fille, par exemple, qui était en thérapie parce qu'elle avait du mal au niveau de son intimité.
Elle était très gênée, elle avait du mal à aller vers les hommes, elle avait du mal à se donner à un homme. Et elle a fait une thérapie pour ça. La Mm. thérapeute lui a dit, mais peut-être qu'il y a un problème au niveau de ta relation avec ta mère, etc. Donc ils ont demandé à la mère de venir. Mm. La mère elle expliquait qu'elle aussi elle avait un problème avec son intimité parce que sa mère à elle avait été abusée par un homme. Du Mm. coup, sa mère lui avait transmis ça. Et la fille ne savait pas. Mm. Donc du coup, quand il y a eu l'étude sur ça, Mhm. cette famille-là s'est portée garant pour participer à ça. Mm. Ils ont fait une étude au niveau du cortisol, donc Mm. l'hormone du stress. Mhm. Ils les ont mis face à des situations d'abus et ils ont essayé de regarder comment la personne réagissait. Mm. Donc, par exemple, sur l'échelle de 100, quand il y avait un abus, la grand-mère qui avait subi un abus, elle, Mm. elle avait son taux de cortisol qui est monté à 50 sur 100, par exemple. Donc, signe d'un grand stress. Mm. On mettait la même situation à la fille, à la mère, pardon. La mère, elle montait à 60. Ah ouais. Les- Ensuite, on mettait la même à la fille, donc la petite fille, et ça montait à 80. Et ça montrait qu'en fait, Mais les personnes qui avaient subi un abus, ça a augmenté. ça augmentait en fait. Celle qui n'avait pas subi d'abus avait plus de stress face à la situation que son aîné. Et Waouh. pour comprendre ça, ils ont expliqué qu'en fait, la petite fille combat un ennemi qu'elle ne connaît pas. Mm. Donc elle a forcément plus peur. Tu sais, c'est comme quand tu es dans ta chambre, tu as peur que tu entends quelqu'un rentrer. Ouais. Tu as plus peur quand tu entends que quand tu sais qui est là. Ouais. Tu vois? Ouais. Ben, en fait, elle combat un ennemi, elle ne sait pas ce qu'elle a en elle. Elle souffre d'une chose, elle ne sait pas ce que c'est, donc du coup, elle a plus de stress face à la situation. En fait, le fait de savoir que sa grand-mère avait vécu ça, c'est ce qui l'a guéri en fait aussi. Parce qu'elle a pu entamer une thérapie parce qu'elle a su maintenant quel était le problème. Ouais. Elle était dans l'obscurité en fait. C'est ça. Elle voyait pas qu'il y avait des choses qu'elle devait peut-être savoir Mm. pour se comprendre elle-même quoi. Voilà. Et donc les traumas se transmettent et du coup, ben, quand on est face à des situations, des fois on ne se rend pas compte que peut-être c'est le traumatisme d'un ancêtre, d'un ancien. Mais quand t'as pas ce recul sur tes ancêtres, quand tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont vécu, c'est-à-dire que tu restes tout le temps dans le noir? Ou c'est peut-être à ce moment-là que des personnes comme toi. Il y a beaucoup de spécialistes dans plusieurs domaines là-dessus. Et tu peux travailler sur les schémas transgénérationnels avec des gens comme moi, sur la guérison pour comprendre. Tu as Mhm. aussi des thérapies comme le MDR qui vont te permettre d'enlever des mémoires traumatiques de ton imaginaire. Mais tu as aussi quelque chose qu'on appelle les constellations familiales. C'est un autre domaine, ça c'est un peu plus spirituel, c'est pas des croyances de tout le monde, Mhm. qui te permet de travailler sur les schémas de tes ancêtres. Et donc du coup, même si tu n'as pas vécu, tu n'as pas connu, tu peux réussir à travailler là-dessus malgré Mhm. ça. Et pour toi, est-ce que dans tout ça, il y a une façon de faire qui marche à tous les coups? Moi, je dirais que le travail sur soi marche à tous les coups. Peu Mm. importe les méthodes que tu vas prendre, il faut partir du principe que la vie est un processus et que tu es là pour travailler sur ce processus-là. Donc, si ça ne guérit pas avec ça, ça guérira avec autre chose. Mm. Mais c'est pas parce que cette méthode-là a marché avec quelqu'un qu'elle a marché avec une autre. Donc, il Mm. faut savoir aller dans la méthode qui nous convient le mieux Mm. et se dire que dans tous les cas, on aura toujours des choses à guérir. Je Mm. sais que ça, c'est dur à entendre aussi, hein, parce que souvent on se dit, bah, je vais jamais être bien. Mm. Mais pour moi, la clé, c'est pas d'être bien, c'est d'être dans le moment présent et de réussir à avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Mm. Parce qu'en fait, le bonheur, pareil, hein, c'est un choix. On peut être heureux même dans la situation dans laquelle on est, Mhm. ou toujours se dire, courir après les chimères et penser que c'est quand on aura ça qu'on Mm. sera heureux. Mm. Mais ça, je sais que même moi, en me le disant, je me dis, ouf, c'est dur, hein. C'est compliqué de se projeter là-dedans. Ah ouais, parce que t'as l'impression que tu veux toujours plus, quoi. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est un schéma, c'est un processus, et c'est ton expérience qui a fait que tu as pu écrire ce livre. Et je pense qu'il y a plein de schémas et de processus. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Harmonie? Et même, qu'est-ce que tu ressentais peut-être lorsque tu as eu l'idée d'écrire ce livre? En fait, moi, déjà, j'ai commencé mon travail de thérapeute en voulant aider les gens, sans savoir que ma vraie volonté, c'était m'aider moi-même. J'ai pas conscience de ça. Ah ouais? Et au fur et à mesure que j'aidais les gens, petit à petit, je me comprenais beaucoup mieux Hmm. parce que je voyais des schémas qui se répétaient, des similitudes avec mon propre schéma. Et ça m'a permis de mieux me comprendre. Et du coup, ça m'a permis de guérir beaucoup de choses chez moi. En guérissant toutes ces choses-là, je me suis dit, il fallait absolument que je trouve une méthode efficace pour aider les gens à guérir ces choses-là. Donc, je me suis plongé dans toute la bibliographie de Lise Bourbeau, qui travaille beaucoup sur les blessures, la guérison. Donc, j'ai commencé à lire, à apprendre. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il manquait
une chose essentielle, c'est comment cicatriser les blessures, faire en Hmm. sorte qu'elles ne reviennent plus. C'est possible ça? C'est possible, ça, c'est ce que j'essaie de mettre dans mon livre. Et du coup, j'ai trouvé une méthode que j'ai appelée les 5 pansements de l'esprit, Mhm. en réponse aux 5 blessures de l'âme, Hmm. qui permettent de guérir les blessures. Donc quand j'ai trouvé cette méthode-là, je l'ai approfondie, je l'ai travaillée, et je me suis dit, bon, il faut aussi que je travaille un peu plus aussi les blessures, parce que pour mettre un parallèle avec les pansements, il faut connaître les blessures. Hmm. Puis je me suis dit, ben, pourquoi ne pas en faire un livre en fait? Hmm. Parce que là, j'ai trop d'informations, je ne peux pas le garder pour moi, je peux pas il faut que le monde soit au courant de ça. Je comprends. Et quand j'écris ce livre-là, j'étais dans ce qu'on appelle un état de flow, c'est-à-dire j'écrivais, j'étais comme possédé, Ah ouais? et le truc le plus fou, c'est que je l'ai écrit en 40 jours. Sérieux? 40 jours, et tu vois, pour ceux qui sont un peu... 40 jours? 40 jours, il y a plus de Il y a... 400 pages. Oui, il y a beaucoup de pages, hein. Et parce que j'étais dans un état de flow, j'écris, comme j'avais une fille, petite fille, qui dormait pas, Hmm. elle dormait pas, donc j'étais tout le temps réveillé, donc j'écrivais jour et nuit, dans un état de flow, comme je dis. Ouais, Et en plus, 40 jours, c'est pour ceux qui sont croyants, c'est un peu symbolique c'est aussi. symbolique, oui. Et j'étais dans cet état de flow, j'ai tout écrit, puis à la fin, j'ai terminé le livre. Et là, C'est down fort. total, parce que après, j'ai fait un malaise, je tombais dans Ser- les pommes. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans un état. Sérieux? Ouais. Parce que Tellement t'étais à fond tellement dans... j'étais à fond un temps, j'étais chez le coiffeur et je suis tombé dans les pommes tellement Quoi? à la fin du livre. Parce que j'ai. Et depuis, Mais t'étais inspiré dans cet état-là. inspiré comme jamais. C'est la première fois que ça t'arrive? C'est la première fois que ça m'arrivait. Et j'avais l'impression d'être vraiment. C'était ma mission. C'est comme si tout ce que j'avais fait depuis le début, Hmm. c'était pour ça. Mec, je vais le lire. Il faut le lire. Vraiment, c'est... Enfin, d'autant plus de savoir comment tu l'as écrit. Parce qu'il y en a qui écrivent des livres, voilà, sur 10 ans, 15 ans. Mhm. Mais ces 40 jours, pour moi, c'est symbolique. Je suis croyant. Et je sais que ça veut dire beaucoup de choses. Mais bravo. Bravo. Et si Harmonie devait guérir une chose chez quelqu'un, une chose, ça serait laquelle? Ce qui me vient tout de suite, c'est soi, le rapport à soi. C'est vraiment c'est Hmm. réussir à être bien dans son être, Hmm. atteindre l'harmonie, quoi. C'est simplement ça. On Hmm. a tellement de blessures, de souffrances en nous, et arriver au point où tu te comprends tellement que tu es bien avec toi-même. Et moi, franchement, j'invite beaucoup de gens à le lire. Surtout quand je vois les retours. Moi, quand j'ai écrit, j'étais bien, j'étais dedans, Hmm. j'ai apprécié, mais après, quand c'est nous qui écrivons, on a toujours ce petit perfectionnisme, on cherche. Et j'ai deux anecdotes qui sont assez incroyables. C'est que du coup, je l'ai donné à une maison d'édition Mhm. pour ils l'ont corrigé. Mhm. Et en le corrigeant, la dame qui le corrigeait, elle m'a dit, mais ton livre, il est exceptionnel. Ah ouais? Il m'a mis une vraie claque. Et dans tous les livres que j'ai fait, j'ai jamais pris autant de claques dans ce livre-là. Il m'a tué. J'ai dit, ah ouais, tu vois, ça m'a surpris. Deuxième anecdote, c'est que je devais du coup parler de mon livre dans un média. Mhm. J'ai donné à une dame aussi qui est dans la lecture et qui devait le lire avant de me le, de faire un Non, média avec moi, d'en ouais. parler. Et puis, j'avais pas de nouvelles. Ensuite, les rédacteurs, ils m'ont dit, en fait, elle a tellement été bouleversée par ton livre qu'elle a arrêté de le lire parce qu'elle Quoi? ne sentait pas prête de se mettre face à elle-même. Et du coup, elle a stoppé. Elle a stoppé le... Du coup, voilà. Il faut qu'on trouve un moyen, d'une autre façon de. Waouh. Donc, du coup, voilà, hein, ça m'a. C'est Même des hommes qui m'ont écrit, c'est la première fois que je pleure de ma vie sérieux. dans un livre. C'est pour ça que, comme je dis, cet état-là que j'ai ressenti quand je l'ai écrit et ce que j'ai mis dedans et les retours que j'ai, je sais que c'est quelque chose qui est un game changer en fait dans la vie. Pourquoi Harmonie, le titre? Harmonie, le titre, ça m'est arrivé, j'étais avec la plus grande de nos enfants, avec ma femme, on était le jour où j'étais en train de l'écrire, en fait, elle écrivait avec moi. Hmm. Elle est dans la psychologie, dans pareil. Et on écrivait plein de mots partout sur une feuille de brouillon, etc., pour avoir des petites idées. Mhm. Et à un moment donné, on cherchait un nom, on dit, mais comment on peut l'appeler, comment on peut l'appeler? Et puis elle me dit, mais regarde, au milieu de la page, il y a un mot qu'on a écrit qui est souligné, c'est ça le titre. Il était écrit au milieu de la Et- page, et- harmonie souligné partout, et je sais même pas quand je l'avais écrit, mais il était là. il était là, J'ai ouais. dit, ouais, c'est ça, t'as raison, harmonie. Hmm. Et du coup, voilà, harmonie, c'est comme ça que c'est venu. Je pense que la plupart des choses que tu as pu dire, on va le retrouver en profondeur
dans ce livre de 300-400 pages Mhm. qui bouleverse les personnes. J'ai vu les commentaires aussi et c'est vrai que ça a attisé ma curiosité. Et à mon avis, il y a tout plein de schémas, tout plein de processus qui sont dedans et qui vont nous aider. Et là, la question que j'ai pour toi, c'est dans le processus de guérison, quelle est l'étape la plus difficile et est-ce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent à un moment donné dans le processus parce que c'est trop compliqué? L'étape la plus difficile, elle est très simple, c'est sortir du déni, sortir de l'histoire qu'on se raconte. Comme je l'ai dit, en fait, on a une image de nous. Et quand on commence à voir que finalement, notre image, elle est biaisée par des masques, qu'on se met, des situations qu'on s'invente envers nous-mêmes, ça fait trop mal de se rendre compte que finalement, on est des menteurs. Et qu'on se cache derrière des facettes que finalement nous protègent. Hmm. Et c'est à ce moment-là que des fois les gens s'arrêtent parce qu'ils se disent, je ne suis pas prêt à voir qui je suis et voir que je me mens moi-même depuis tant d'années. C'est ça la Hmm. plus difficile étape. Ouais, encore une fois, son rapport à soi-même, quoi. Le Exactement. fait de se rencontrer. Enfin, c'est-à-dire que, tu sais, j'avais vu passer quelque chose sur les réseaux, c'est est-ce que tu serais capable de sortir avec toi-même, entre guillemets? C'est une question que tout le monde devrait se poser. Ah ouais? Mhm. Et tu penses qu'il y a beaucoup de réponses qui seraient choquantes? Moi, je pense que tous les gens se diront oui, Ouais. mais parce ils ont pas conscience d'eux-mêmes. Tout le monde va dire ouais, moi, oui, je me sentirai avec moi-même, c'est sûr. Mais la vérité, c'est Mais vivre avec toi-même vivre alors? avec toi-même. Toi-même, tu sais pas vivre avec toi-même parce Ouais. que toi-même, t'es pas bien avec toi-même. Hmm. Donc, comment tu vas sortir avec toi-même? Hmm. C'est faux. Ouais. Ça me fait penser à ça parce que tu as l'impression que sur les réseaux, tu vois, on traite de tout type de sujets. Mais ce sujet-là, au niveau des blessures, j'ai l'impression qu'on le banalise un peu. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on pense directement aux solutions, tu vois. Sans, sans passer par les phases de réflexion ou aller en profondeur et directement penser jumper sur la solution. Déjà là, on en parle, toi et moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est démocratisé un peu plus. Mais c'est rare que deux, Comparé, tu imagines, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans? ouais, mais c'est rare que deux hommes en parlent. C'est vrai, c'est pas faux. Là, tu mets un doigt sur quelque chose d'important. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui a un processus. Ça met le temps et j'espère que ça avancera assez pour qu'on puisse en parler beaucoup plus régulièrement. Mais ça met le temps. Et c'est important qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, qui se sentent prêts à en discuter et de manière authentique, hein, sans jouer les gros bras, parce que Mhm. c'est aussi important. Et je pense que ça va arriver avec le temps, on va réussir à s'ouvrir à ça. Ouais. Ouais, il faut du temps, quoi. Il faut du temps, c'est un process. On ne peut pas entreprendre sans risquer d'échouer et on ne peut pas aimer sans risquer d'être blessé. Beaucoup ont peur, tu vois, d'aimer pour cette raison. Qu'est-ce que tu leur dirais? Dans la vie, il faut prendre des risques. Parce que dans tous les cas, en fait, quand tu prends pas de risques, t'es malheureux. Quand tu prends un risque que t'es blessé, t'es malheureux. Donc, moi, je préfère prendre, me louper. Tu vois, j'aime bien la culture de l'échec. Moi, t'échoues, c'est un process. Ouais. Mais ça, Donc, mais ça c'est parce que t'es comme ça. je suis comme ça. Oui, mais par exemple, moi, je dis toujours, en fait, faut pas se fier à le Jonathan des podcasts. Jonathan des podcasts, c'est un homme qui a accompli, il a des enfants, et voilà, on dirait que Hmm. je suis bien. Hmm. Avant ça, tu reviens 10 ans en arrière, j'étais un raté, de mon point de vue. Ah ouais. C'est-à-dire que j'arrivais à rien, j'avais pas d'ambition, je ne savais pas comment faire, j'ai loupé, j'ai tout loupé. Dans les yeux de mes parents, je me sentais bête, nul. Et juste un changement de cap qui fait que je suis là et qu'on me voit et qu'on quel homme important, etc. Mais non, j'ai travaillé à ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça. Il faut juste trouver les ressources, avoir un levier, avoir une ambition, avoir quelque chose. Moi, je ne voulais pas terminer et me dire, il n'y a moins que rien. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça alors? Vraiment, moi, je dirais, c'est une motivation déjà. Depuis petit, je me suis dit, je vais être quelqu'un. Mais tous les gens autour de moi,
me donner l'impression de l'inverse. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que plus tu brilles et plus on veut t'éteindre. Hmm. Et j'ai toujours eu cette sorte d'aura où je me fais des amis facilement, Hmm. je suis apprécié Ouais. et je suis le gentil, la bonne poire, tu vois. Hmm. Donc du coup, on veut m'écraser pour ça. Hmm. Donc à un moment donné, je me sentais, je comprenais pas pourquoi on veut m'écraser, pourquoi. Hmm. Et ce feu, il était toujours en moi. À Hmm. un moment donné, je pense que c'est vraiment le déclic. Déjà, c'est quand j'ai rencontré ma femme, premier déclic, où je me suis dit, bah, il faut que je dois être responsable, tu vois. J'ai un couple et elle avait déjà un enfant, donc du coup, je devais être responsable. Hmm. Donc j'ai dû commencer à devenir un homme. Et après, le véritable déclic, c'est quand j'ai su que j'allais être père, moi. Pour la première fois, je me suis dit, je peux plus. Je peux plus laisser les gens croire que je suis pas compétent. Hmm. Parce que j'ai un exemple à donner. Parce que je veux pas que mon enfant, il ait comme exemple un raté, un père raté. Hmm. Et comme moi, mon père, c'est quelqu'un, tu vois. Hmm. Souvent, mon père, on est là à le flatter, oui, c'est un homme, machin. Hmm. Et j'ai toujours eu cette pression-là. Hmm. Donc là, je me suis dit, il faut que je me mette à la hauteur de mon rang. De mon rang, je dois rendre fier mon père pour lui, pour moi et pour mes enfants. Et Hmm. ça a été le déclic. Et t'avais pas peur dans ce processus-là de pas être à la hauteur? Je me suis pas laissé le choix en vrai. Je me suis dit, en fait, mon père, il m'a toujours dit, tout ce que je fais, moi, c'est pour que vous n'ayez pas à le faire et que vous ayez une meilleure situation. Hmm. C'est vous qui allez réussir. Et cette confiance-là, il me l'a transmise. Même quand je loupais, quand j'avais l'impression d'être nul, Hmm. j'ai toujours l'impression que quand j'étais nul et que je loupais, c'était pas moi. Donc du coup, juste je me complaisais dans ça, en me disant, bah, c'est pas moi, mais bon, je vis ça. Hmm. Donc, dans le processus de changement, je me suis dit, je dois devenir moi. Et moi, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui a des ambitions, c'est quelqu'un qui est fort, qui a du caractère, qui a de la résilience, parce que j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient difficiles. Donc après, travailler sur un projet ou devenir quelqu'un, c'est quoi comparé à ce que j'ai vécu? Ouais. Ouais, c'est pas grand-chose. Et est-ce qu'il y a un élément, une émotion qui, qui t'a galvanisé pendant ce processus-là? Moi, j'imaginais toujours les haters à la base. Ah ouais? C'est-à-dire que déjà, quand j'étais petit, je me rappelle, je m'imaginais dans ma chambre et je faisais des interviews. Hmm. Je me disais, un jour, je ferai des interviews, il faudra que je sache répondre quand on va me clasher. Quand... Hmm. Je me disais, je vais être... Mais moi, je pensais dans le foot, parce que je suis un fan de foot. Hmm. Donc, je me disais, j'allais être professionnel et puis j'allais être critiqué sur mon jeu. Et du coup, je répondais aux interviews comme si j'étais critiqué. Du coup, en grandissant, bah, je me suis préparé à ça. Et je me suis mis face au fait que j'allais forcément me retrouver face à des gens qu'il fallait que je combatte. Donc, ce qui m'a galvanisé, c'est de me dire, il faut que je fasse taire les gens. Il faut que je leur montre que Hmm. c'est un peu mentalité Mbappé. Personne ne va m'écraser, c'est moi le patron. Et du coup, bah, j'ai grandi dans cette mentalité-là. Hmm. Et ça qui me motivait. J'imaginais les haters. Maintenant, je suis plus dans le calme. Les haters, ça sert à rien. Hmm. Mais avant, c'était vraiment les haters, ils sont là, il faut que je leur montre que je suis le meilleur. Ouais. C'était ton fuel, quoi. Ouais, voilà. C'était ton gaz. Est-ce que tu penses que tout le monde sait ce qu'est l'amour? Est-ce que tu penses que tout le monde comprend ce qu'est l'amour? Je pense que très peu de gens comprennent ce qu'est l'amour. Même moi. Parce qu'au final, quand tu sais ce qu'est l'amour, t'as pas besoin de venir en parler. Ah ouais? Tu vois, c'est que tu le respires. Hmm. Ça nous est arrivé à tous de rencontrer des gens et tu les vois et tu te dis, il y a un truc. Ils sont solaires, ils ont pas besoin, ils parlent même pas, Hmm. ils racontent rien. Ils sont l'amour. Et c'est ça, savoir ce qu'est l'amour, c'est un processus que je m'efforce de faire. C'est pour ça que je suis autant dans la psychologie, parce que j'ai aussi mes failles, hein. Je suis capable de ressentir de l'amour, d'aimer, mais pas encore de bien maîtriser ça. J'ai toujours mes peurs d'enfant face à l'amour, face à mon rôle aussi de parent, de comment je vais leur transmettre l'amour, comment je vais leur donner de l'amour. Donc, je pense que je pense qu'en fait, c'est le but de la vie. Hmm. Donc, du coup, c'est très peu de gens, c'est l'élite qui sont capables de savoir ce qu'est l'amour. Ouais. Quand tu as dit que tu as tes failles aussi, est-ce que tu es conscient de ta plus grande faille? Ouais, moi, je suis 100% conscient de ma plus grande faille. Et c'est mon manque de connexion émotionnelle, tu vois, qui est aux antipodes de ce que j'étais avant, un hypersensible. C'est-à-dire que j'ai tellement été hypersensible que je me suis coupé de ces émotions. Hmm. Et que du coup, maintenant, je réapprends à réapprivoiser mes émotions. Et tu vois, en bon Africain qui se respecte,
J'ai du mal avec ça, Ouais. la vulnérabilité, mais j'ai vraiment appris là-dessus. Et surtout, ben, comme je dis, c'est dans mon couple. Le contact de la femme, comprendre que l'amour, c'est important. Le bien le donner, bien le recevoir, bien l'exprimer. Mm. Si tu veux que ça dure et surtout si tu veux donner le bon exemple à tes enfants. Ouais. Donner le bon exemple. Si demain j'ai envie de me renseigner sur les relations sentimentales, si j'ai envie d'avoir des connaissances, je me dirigerai naturellement vers un livre hein, de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Ton livre Harmonie, il parle pas seulement, tu vois, de comment aimer. J'ai le sentiment qu'il parle vraiment, ben, comme tu l'as dit, de comprendre ses blessures et de les guérir. À quel moment dans le chemin d'une personne qui souhaite se renseigner, évoluer, etc., à quel moment ton livre doit venir? Tu vois, moi, je prends mon livre comme un guide, comme un coach, comme un entraîneur, comme une personne qui va te permettre. Et ce livre-là, c'est tous mes enseignements de, depuis que 5 ans que je suis thérapeute, 8 ans que je suis formé dans la thérapie, 33 ans de vie, j'ai tout mis ça là-dedans pour donner. Et comme on a pu le voir dans le podcast, j'ai accumulé beaucoup de connaissances sur le sujet, donc j'ai tout mis là-dedans. Et pour moi, j'ai envie de te dire, un guide, un coach, un entraîneur, tu en as besoin tout le temps. Ouais, Le célibat, c'est l'entraînement. Le couple, c'est le match. Le mariage, c'est la compétition. c'est comme ça que tu vois les C'est choses. comme ça que je vois les choses. Et pour moi, on a besoin d'un coach, d'un entraîneur, d'un guide dans toutes ces étapes-là. Hmm. Donc ce livre-là, tu es célibataire, tu as besoin de préparer une relation, d'en apprendre plus sur toi pour pas répéter les schémas, prends-le. Tu es en couple, tu as besoin de mieux te connecter avec l'autre, d'avoir plus d'amour, de mieux vous comprendre, Hmm. prends-le. Tu es marié, tu es installé dans ta relation, tu veux que ton couple soit plus solide, plus périn, prends ce livre-là. Pour moi, c'est voilà, je vais pas, c'est mon livre, donc c'est obligé de bien le vendre, mais Ouais. c'est une vérité. Ceux qui le liront, ils le confirmeront. Hmm. Est-ce que dans le processus d'écriture, même si c'est vrai que tu étais atteint, tu étais dans la zone, comment on appelle ça déjà? Le flow. Le flow, exactement. Est-ce qu'il y a une chose qui était difficile pour toi d'écrire, de mettre sur papier? Est-ce que tu te souviens d'une chose? Bah, c'est parler de moi. En fait, mettre sur le tapis ce que je fuis, ma vulnérabilité. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus authentique possible et de parler de mes failles. Montrer que je pars de loin et que même ma relation part de loin. Même mon histoire part de loin. Et j'ai voulu montrer que c'était très difficile. Et que le couple, c'est ça, c'est un travail. La guérison, c'est un travail. Je parle de beaucoup de choses, hein. Je parle de... Parce que j'ai connu la violence, j'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu beaucoup de choses qui font que j'ai voulu transparaître là-dedans et pour dire, le mec que vous voyez dans les podcasts, qui a l'air bien, qui est inspirant pour vous, c'est pas celui qu'il a toujours été. Je viens de loin et j'ai pas envie que les gens me voient comme quelque chose de d'inaccessible. Hmm. Que finalement, bah, lui, il a vécu ci, il a vécu ça, donc c'est normal. Hmm. Donc non, si j'ai réussi à faire ça, tout le monde peut. Hmm. J'ai l'impression que c'est un peu devenu, je vais pas dire un combat, mais j'ai l'impression que tu veux vraiment partager ça. Que Mm. les personnes se rendent compte que ils ont cette possibilité-là, même s'ils ont traversé des choses difficiles, d'aller mieux, de guérir et de s'accepter, quoi, d'une certaine façon. C'est le concept de ACT, hein. Les autres, c'est toi. C'était tout le monde. C'est les autres. Il n'y a pas des autres. On est tous les autres de quelqu'un. Ouais. Tu sais, il y a des moments, et ça me concerne, je sais que mes proches m'aiment, et moi aussi je les aime, hein. J'aime ma famille, j'aime ma fiancée, j'aime mes amis, mais il y a des moments où, lorsque je ressens qu'ils m'aiment eux à leur tour, eh bien, j'ai comme une envie de fuir, tu vois, ce sentiment-là. Comment ça se fait que j'ai ce sentiment-là alors que j'aime sincèrement, hein, mais il y a même des personnes, je sais qu'ils vont beaucoup s'attacher à moi d'une certaine façon, mais c'est comme si je voulais pas accepter l'amour. Je vais pas te spoiler, mais tu vas tout comprendre dans le livre. Parce que
c'est exactement ce que j'ai décrit. Et en fait, ça vient simplement de, quand on en a parlé, mémoire émotionnelle. Tu as vécu des moments dans ta vie où tu avais besoin d'amour et tu l'as pas ressenti comme tu le voulais. Du coup, tu as fait le lien entre amour égale souffrance. Donc, si j'accepte de recevoir l'amour de quelqu'un, je risque de m'y attacher, je risque de m'y abandonner. Et si je m'y abandonne, je risque d'en être dépendant. Si j'en suis dépendant, je risque d'en souffrir. Donc, je peux le donner parce que le donner, c'est facile. Tiens, je te donne, tiens, tiens, tiens. Je suis pas prisonnier de ça. Si je veux l'enlever, je l'enlève. Mais dès que tu me le donnes, j'ai peur d'être accro. Et que si je deviens accro, tu puisses me détruire. Donc forcément, je commence à mettre de la réticence là-dessus. Je prends peur et je crée ce sentiment de d'évitement. Mm. Parce que l'amour me fait peur dans le fond. Et j'ai pas appris à être aimé comme je le devais. Et ça, c'est surtout une caractéristique, sans généraliser, d'hommes. Parce que les hommes ne savent pas comment s'aimer. Nous, tu vois, on va pas se faire des massages tous les trois quarts du temps. On va pas chez le, enfin, si on va chez le coiffeur, c'est vraiment le truc qu'on fait, nous. Mm. Après, on va pas faire tous ces petits trucs du quotidien que les femmes se font, s'accorder du plaisir personnel. Personnel, ouais. On n'a pas ça. Nous, on sait pas comment s'aimer. On Ouais, a confiance en nous, on a de l'estime, Mm. on sent bien, mais l'amour qu'on s'accorde à nous-mêmes, Mm. on ne le sait pas, on ne le fait pas. Du coup, ça fait tous ces hommes-là évitants, frustrés. Mm. Et ça, la problématique masculine. Et pourquoi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être dans cette situation-là, et tu as donné des réponses, hein. Mais quand même, est-ce que c'est vraiment la peur de l'amour qui fait que là, par exemple, en soi, j'ai même pas envie de. J'ai pas vraiment cette envie de m'y confronter, tu vois, de me rendre compte de tout ça. Et de me rendre compte que, effectivement, par exemple, bah, je suis comme ça, quoi. Que. En fait, ta peur de l'amour, elle drive toute ta vie. Sauf que, tu sais, assumer que tu as peur de l'amour, c'est assumer ta vulnérabilité. Et assumer ta vulnérabilité, c'est te voir comme faible. Parce que c'est ce qu'on t'a conditionné, Hmm. ce qu'on t'a appris. Comme tu l'as expliqué, ta mère, elle a cette vision-là que la femme, elle doit être un petit peu plus soumise. Donc toi, en tant qu'homme, tu dois être fort, à contrario. Et si la vulnérabilité, c'est le contraire, t'es plus un homme. Si tu ressens ça, si tu assumes ça. Hmm. Si tu es là, tu dis à ta fiancée, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin que tu me donnes de l'amour, j'ai besoin de sentir que tu m'aimes de cette façon-là. Nous, les hommes, on est là et on n'aime pas se dire qu'on a besoin de cet amour-là. Hmm. On aime bien même des fois dire, ah, moi, au pire, si on se sépare, je vais m'en remettre. On est des gros menteurs. On va pas s'en remettre, on va venir pleurer en bas de l'immeuble avec des roses pour la récupérer. T'as dé- t'as décrit plein de mentalités d'hommes. Je te jure. Vraiment. Ah, je les étudie hein, et moi-même, comme je dis, je reviens de loin, donc je sais. C'est dingue. Pour toi, qu'est-ce que signifie vraiment la paix intérieure aujourd'hui? L'harmonie. Moi, je dirais, c'est quand on est bien avec soi. Hmm. Et pour être bien avec soi, moi, je retiens toujours trois clés. Gratitude, alignement, détachement. Ça veut dire qu'il faut que la gratitude, c'est que je trouve du bien dans chaque chose qui m'arrive. Aussi bien le bien que le mal. Que j'arrive à trouver des choses positives. Alignement, c'est que je suive ma voie. Hmm. Je suis mes besoins, mes désirs, mes envies. Hmm. Et détachement, c'est que je n'ai pas d'attache sur le résultat, sur le matériel, sur la personne. Tu sais, être attaché à quelqu'un, c'est pas bien. Aimer quelqu'un, c'est bien. Si tu es attaché à quelqu'un, ça veut dire que si elle n'est pas là, t'es pas bien. Si Hmm. tu l'aimes, tu es prêt à la laisser partir par amour. Tu Hmm. vois? Gratitude, alignement, détachement. Quand tu suis ça, c'est la clé de l'harmonie, Waouh. si je ne peux dire. J'ai 20 000 questions par rapport à ça, là. Vraiment. Non, j'ai des questions qui me viennent en tête, notamment ce sentiment de détachement quand même. Parce que je pense qu'il y en a qui vont se dire, mais si je me détache, c'est-à-dire que peut-être que j'aime moins. Et peut-être que le fait de m'attacher, c'est montrer justement que j'aime, quoi. Mais ça, c'est. Il n'y a pas pire que l'attachement, c'est. Tu sais, on va dire qu'il y a des états. L'amour, l'attachement, c'est l'état le plus bas de l'amour. Tu es attaché à quelque chose. C'est-à-dire que si tu le perds,
t'es pas bien dans Mm. ça. L'amour, c'est l'état le plus haut. L'amour, c'est, tu vois, j'aime la nature, donc je la laisse vivre. Je ne la touche pas. Mm. Je suis attaché à la nature, donc quand je rentre chez moi, il faut que j'arrache le bouquet pour le ramener chez moi. Mm. Parce que je suis attaché à ça. Et en fait, l'attachement et l'amour, c'est des concepts totalement différents. C'est des états de conscience opposés. Mm. Sortir de l'attachement, c'est atteindre l'amour. Mm. Sortir de l'attachement Mhm. pour atteindre l'amour. Exactement. Je trouve que ça conclut bien le podcast. Jonathan, je te remercie beaucoup. J'ai passé un bon moment. Tu as répondu à plusieurs de mes questions. Je te dirais même que j'appréhendais cet échange. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'un des premiers échanges que j'appréhendais, en fait. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression que j'allais faire face à des réponses qui allaient me faire me rencontrer d'une certaine façon et me déstabiliser. Mhm. Et c'est vrai que j'étais pas à l'aise à cette idée-là. Ah ouais. Comme tous les hommes, moi, j'ai envie de dire. Jonathan, dans ce podcast, il y a une dernière question. L'invité précédent pose une question à l'invité du jour. Du coup, il y a une question que je vais découvrir avec toi qui t'a été laissée. Que dirais-tu à toi, enfant, si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Très bonne question. Et c'est une question auquel j'ai répondu. Parce que à la fin de mon livre, j'ai fait une petite lettre à mon enfant intérieur, comme on dit. Et je lui ai dit no stress. C'est-à-dire, t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est difficile pour toi. T'es pas bien, t'es pas heureux, mais ça ira mieux. Et si je pouvais te donner un conseil, dis que tu vas pas bien. Ah ouais, Voilà ce que je dirais. waouh, c'est beau. C'est important de, de se connecter avec cet enfant-là, c'est important. Parce que oui, l'enfant qui est en nous, il est toujours là. Ouais. Mais parfois on l'oublie. On l'oublie. Ouais. Jonathan, je te remercie. Je pense que il y aura un avant et un après, en tout cas de mon côté, hein, par rapport à cet épisode, parce que tu m'as fait prendre conscience de plusieurs choses, des choses que je fuyais. Et même ma fiancée, quand elle a vu les questions, elle était intriguée par certaines réponses. Mhm. Donc, je te remercie pour ça. Et je pense que le travail continue. Je Le, te remercie pour l'invite aussi. le travail s'arrête pas. Et je vais prendre plaisir à lire ton livre Harmonie. Et puis, je te ferai un retour pour savoir, ben, pour essayer de comprendre l'état des personnes qui l'ont aussi lu. Merci à toi et j'espère que tu en prendras bien soin et même que ta fiancée le lise, hein, ça lui fera aussi beaucoup de bien. Ouais, Et merci encore pour cet épisode qui était édifiant. ouais, complètement.